s'est comportée maintenant la population face à ces sanctions imposées contre Corneille Nangaa et toute sa bande et tous ses alliés? La population n'a rien à faire dans cette affaire de Nangaa parce que la population n'y est pour rien au départ. Elle est en train de subir ce que fait les amis qui agressent le pays. Mais les autorités, comment devraient-ils se comporter? Les autorités, bien sûr, mais je voulais, avant de répondre à cette question, dire que les chefs de l'État ne maintiennent pas l'état de siège. C'est plutôt l'Assemblée nationale qui doit voter la loi pour la levée de l'état de siège, parce que c'est elle qui proroge chaque jour en violation de la loi, bien sûr, parce que normalement, quand ça avait commencé, on nous avait parlé d'une affaire de combien de 30 jours qui devait être... C'est 30 jours et c'est renouvelable chaque 30 jours. C'est ça le problème, parce que c'est déjà anticonstitutionnel. Quand vous regardez la loi, on dit qu'à 90 jours, on devait lever carrément l'état de siège. Pourquoi vous voulez désengager les chefs de l'État dans l'état de siège alors que c'est lui-même qui l'a décrété? Il a décrété parce qu'il a été autorisé par l'Assemblée nationale ou par le Parlement pour être global. Donc le Sénat et l'Assemblée provinciale et l'Assemblée nationale. Regardez, les députés, au Nord Kivu, il y a 48 députés nationaux qui tous demandent la levée de l'état de siège. Y compris Julien Paluku que vous avez cité, qui est aussi ministre, et qui est monté au créneau, et même il a dit la fois de dire quand il a été... même maintenant que je vous parle, il est encore aux États-Unis, où il est en train de plaider pour la question du commerce extérieur, le Goa qui doit se tenir en République démocratique du Congo en juillet 2025. Il est revenu sur cette question et a demandé que si possibilité il y avait, il fallait lever le temps de siège pour permettre un climat d'affaires très sain en République démocratique du Congo, tout en citant les matières premières qu'on pourrait trouver au Nord Kivu et au Sud Kivu, et a demandé que les États collaborent directement avec avec la République démocratique du Congo, qui est dépassée par des mains noires, entretenir les rébellions pour s'acquérir des matières premières de la RDC. Ce qui signifie que s'il faut lever le temps de siège, ce n'est pas seulement question du président de la République. Il suffit seulement que l'Assemblée nationale se réunisse et décide que non. C'est la proposition. On vote, non, ça se fait S'il vous plaît, Elie Chamounani, s'il vous plaît, nous suivons le Conseil des ministres national qui se déroule chaque vendredi. Alors, il est dit, c'est généralement à la fin du compte rendu, si vous suivez Patrick Mouyaya, qui dit que le ministre de la Justice a proposé une prorogation de l'état de siège qui a été accepté. Voilà. Donc, Elie Chamounani, je suis très d'accord avec vous, madame. Je suis d'accord avec vous, madame, mais les députés, avant d'aller en vacances, c'est même les députés de la législature passée qui avaient donné au président cette autorisation permanente de prolonger le temps de siège. Ce n'est pas venu de lui-même. Il faut lire les notes, vous allez voir. C'est l'Assemblée nationale. Donc le président de la République n'est pas responsable de l'état de siège. Maintenant, il peut prendre la décision de prolonger sans plus passer par l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale lui a déjà donné cette autorisation permanente. Ça, il faut le savoir, il faut le porter à la connaissance des auditeurs. Non, Elie Chamounani, s'il vous plaît, expliquez aux auditeurs. Donc l'affaire de l'état de siège n'engage plus les chefs de l'État. Il suffit seulement que les députés se réunissent aujourd'hui en plénière et disent et votent que non, nous levons le temps de siège. Ils vont donner le rapport au chef de l'État, il n'aura pas à dire. Prochainement, nous ferons toute une émission autour de cette affaire d'état de siège. Tout à fait. Parce que c'est le chef de l'État qui l'a décrété. C'est lui qui l'a décrété, mais sur autorisation du Parlement. Et ça, il faut souligner. Il faut nuancer quant à ça. Ne font pas seulement penser qu'il peut se lever et de lui-même. D'ailleurs, il avait dit à Goma qu'il va réunir les deux chambres en congrès pour prononcer l'état de siège. Et il l'a fait parce que le Parlement... Il n'a jamais dit ça à Goma. Heureusement, vous promettez organiser... Non, il l'avait dit dans son discours. Parce qu'il avait dit qu'il va décréter l'état de siège au Nord Kivu et au... Il n'a jamais dit ça à Goma. Ce n'était pas à Goma, j'ai dit qu'il l'avait dit dans un discours tout en étant à Kinshasa. Et ça, je vous dis, organiser une émission relative à ça,
vous allez avoir des éléments clairs que tout ne dépend plus de lui. Et si l'Assemblée, le Parlement se décide aujourd'hui, le temps de siège sera levé sans tergiverser. Donc, ils ne font pas penser que c'est un problème de chiffre de l'État. Bien que moi-même, je ne soutiens pas cette démarche de l'état de siège parce que ça restreint les libertés de la population. On peut que la population, même quand elle voudrait se lever et dire non contre l'agression, elle est liée. Elle ne sait pas se défendre. Et c'est ça d'ailleurs l'essence propre de l'état de siège qui donne le pouvoir aux militaires, mais qui restreint la liberté populaire. Au point que les manifestations ne sont même plus autorisées. Un deuxième élément, comme l'a dit le grand frère, le cessez-le-feu, qui est d'un seul côté. On a interviewé dernièrement les commandants, les gouverneurs militaires. On lui dit, pourquoi vous observez la montée et l'avancée des rebelles, mais vous ne réagissez pas, alors que nous sommes dans l'état de siège et on vous a donné le pouvoir pour défendre la population. Il va rétorquer en disant que non, nous avons la mission d'observer et pas de répliquer. Tu peux t'imaginer. Maintenant, pourquoi on a levé les civils? C'est pour mettre en difficulté la population afin qu'elle ne puisse plus se lever contre cette agression. Et je suis d'accord que ce qu'a dit l'auditeur Séraphin, qui a dit que non, la population peut se libérer en temps voulu, mais elle est liée par le temps de siège. J'ai répondu en disant que ce que mon ami a dit, le frère à mon côté, Fabien, qui a semblé dire que non, on s'attaque contre la DGM. Je lui rappelle qu'il existe en République démocratique une loi qui délite contre le blanchiment des capitaux. Comment on appelle? Loi de blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme et la circulation des armes à destruction massive. Et cela interdit de passer à la frontière avec 10 000 $ lorsque vous voulez sortir du pays. Mais est-ce qu'il va me dire que les amis qui sont en train d'alimenter les comptes en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays, même ici au Rwanda, est-ce qu'ils ne passent pas avec tout cet argent? C'est parce qu'il y a un petit souci que nous demandons au chef de l'État de revoir. La DGM doit être bien équipée, doit être bien formée pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on est en train de vouloir faire le pays. Un pays sécurisé sur tous les plans. Parce que si la direction... Le petit souci s'est fait sentir seulement lorsque Jean Bosco Bahala a quitté le pays. C'est pas seulement... Mais pour moi, Nicolas Kazadi... C'est ce que j'ai dit, madame, si vous m'avez suivi. C'est ce que j'ai dit. Quand Kazadi parle, ne parle pas, c'est les partis aussi avec l'argent. Et les autres alimentent les comptes à l'extérieur. C'est-à-dire que cet argent ne passe pas en l'air. Il passe par les frontières, il passe par les ports, pour atteindre d'autres pays. Donc, je voulais dire qu'il faut équiper bien la DGM et il faut aussi la capacité. C'est comme quand on parle de l'état de siège au Nord Kivu, on dit que non, on n'a pas des effectifs. Ce ne sont pas des effectifs militaires qui nous manquent. Mais il faut que les militaires qui sont au front soient encadrés et qu'ils soient équipés. De la même manière, il faut que notre direction générale de migration soit équipée des instruments lui permettant de détecter toutes les flottes qui pourraient intervenir et tous les passages. Mon ami a voulu montrer qu'il y a eu autorisation préalable. Moi, j'ai demandé, et je l'ai dit encore, Jean Bosco Bahala a introduit, bien sûr, une demande d'ordre de démission à la présidence. Ça a été réceptionné. Nous avons la copie. Et lui, pour mettre au clair les choses, parce que nous sommes dans une émission qui est pédagogique, au lieu de laisser les zones d'ombre, il allait nous prouver que non, voici l'ordre de démission qui a autorisé à Bahala de sortir, qu'il nous le prouve, qu'il le montre, qu'il dit il porte quel numéro et quel est le motif. Je vais vous dire que même le porte-parole du gouvernement ougandais lui-même a reconnu que parmi les pourparlers qu'ils ont organisés avec les amis de Nanga, comment on appelle, l'Alliance Fleuve Congo, il y a une représentation d'une haute personnalité congolaise. Et quand on cherche la personne, on contacte Bahala, on lui demande, monsieur, est-ce que réellement tu le connais? Parce qu'il a aussi été interrogé par la Radio France Internationale. Et il a reconnu être en Ouganda pour une autre mission qui n'était pas celle-là. Parce qu'il n'était pas obligé de donner ce secret. Mais donc, réellement... comment peut-on expliquer
le ministre ougandais dise qu'il y a eu effectivement des pourparlers en Ouganda. Et comment expliquer que c'est toujours les pays voisins concernés par l'agression qui font ces révélations? À Zanzibar, c'était encore le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, souvenez-vous, Eli Chamunani. Et en Ouganda, c'est toujours la même chose, c'est l'Ouganda qui révèle. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a anguille sur roche? C'est tout ça ce que nous disons. La RDC maintenant a 9 voisins. Et tous ces pays voisins sont des ennemis. Il faut le savoir. C'est pas parce qu'on a proclamé la guerre. Tous ces pays voisins sont des ennemis, ça vous engage. Oui, moi je le dis. Est-ce que moi je le cache pour le dire? Aucun de ces pays ne nous aide. Mais les pays qui se montrent au grand jour, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Et donc, s'ils peuvent le dire, c'est parce que tout ce qu'ils font, ils le font contre nous. Et parce que tout ce que vous faites pour nous, ça, vous le faites contre nous. Et ce sont eux qui montent directement aux médias, disent nous avons fait ceci et cela contre la RDC. Et c'est comme ça qu'il a été reçu par le micro de la RFI. Il a annoncé qu'ils avaient eu des pourparlers avec Nanga. L'objectif pour eux, c'est inconnu par nous. Mais au moins, ils ont eu des pourparlers. Et donc, la République ne va pas se taire et constater que quelqu'un représente et réponde aux assises de ces hauts niveaux sans autorisations préalables et laisser Bahala circuler parce qu'on ne sait pas. Quelles sont les conclusions qu'ils ont prises? Qu'est-ce qu'ils ont arrêté contre la République? Donc, il ne faut pas penser que ce qui a été fait, on s'est levé d'un grand matin et on commence à sortir l'ordonnance. Attention, quand le chef de l'État prend la décision qui sort par ordonnance, c'est réfléchi dans des cabinets, dans des commissions et dans des salons pour que ça puisse sortir parce qu'on a remarqué qu'il y avait des conséquences qui pourraient surgir à la longue si aucune décision n'est prise au préalable. Merci beaucoup, Fabien.